éducatrice de jeunes enfants de formation, conseillère en économie sociale familiale, donc c'est dans le métier de travail social. Je travaille dans un centre social et culturel. Alors j'ai travaillé toute ma vie en centre social et culturel en tant que référente famille. J'accompagne en fait des familles de l'âge de la petite enfance à l'adolescence, voire des jeunes plus âgés, la vingtaine, et la relation par-enfant. J'accompagne la relation par-enfant. Donc là, je suis présidente de cette association pour partager en fait mes connaissances avec le plus grand nombre, les découvertes que j'ai faites tout au long de ma carrière professionnelle, pour ensuite aussi partager des outils et toutes les expériences en fait que j'ai eues dans le quotidien, parce que dans les livres en fait vous avez quand même pas mal d'outils de connaissances, c'est technique, c'est théorique, mais après dans la pratique ça se passe autrement. Donc l'idée c'est aussi ce matin de pouvoir réfléchir ensemble à comment on fait pour mettre tout ça en place, parce que bon, savoir techniquement c'est bien, mais l'utiliser au quotidien c'est mieux. Donc je vous ai préparé ce matin, alors ce que je veux dire aussi, c'est que ce ne sera pas un cours magistral. En fait, je me base sur un PowerPoint avec des informations que j'ai regroupées pour que vous puissiez avoir une connaissance complète. Ensuite, l'idée, c'est d'échanger. Donc, je vais faire des pauses. Vous me direz si vous avez des questions sur ce qui vient d'être vu et si vous voulez parler de choses concrètes de votre quotidien qui vous font penser aux situations qui seront abordées. Ou comment, ok, je comprends ce qui est marqué ou ce qui a été dit, mais comment je fais ? Comment je fais avec mon enfant, comment je fais avec les enfants que j'ai, parce qu'il y a aussi des professionnels de l'enfance, de la petite enfance, donc n'hésitez pas à amener vos situations et puis on pourra aussi échanger ensemble, comme ça fera aussi un bon support pour voir un peu comment s'y prendre. Alors, qu'est-ce qu'une émotion ? Donc ça c'est la base, c'est pour voir, j'ai trouvé un petit film, j'ai trouvé très synthétique, qui explique en 10 minutes qu'est-ce qu'une émotion et comment ça se passe, et après on développera. Alors, voilà, j'ai plus de son. Pardon. Tout à l'heure ça marchait. Ça c'était peut-être une pause, ça. D'accord. Bonjour, je vous propose une série de vidéos que j'intitule Gnocchi Automne. Connais-toi toi-même. Ces vidéos vont reprendre les thèmes de base sur la psyché humaine pour permettre de comprendre nos mécanismes intérieurs, pour mieux nous connaître et mieux décoder nos comportements. Aujourd'hui, je vais vous parler des émotions. Tout d'abord, le mot émotion. Il nous arrive du latin emovere, mettre en mouvement. Nos émotions sont liées au mouvement, jusque dans le choix du mot qui les définit. Fondamentalement, une émotion sert à bouger, à passer à l'action. Au cours de cette vidéo, je vais vous proposer 5 lois sur les émotions. Première loi, pas d'émotion sans action. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une émotion ? Une émotion, c'est un signal électrochimique qui prend source dans notre cerveau et qui pilote des réactions dans notre corps. C'est une indication biochimique, comme le voyant d'un mécanisme, une jauge qui nous signale un changement intérieur ou extérieur nécessitant une action pour s'y adapter. Mais d'où vient ce mécanisme ? Du fond des âges. Au cours des millions d'années d'évolution, pour adapter les réponses du corps au changement du milieu dans lequel ils évoluent, les émotions sont apparues petit à petit. On retrouve les traces de ces émotions dans le développement du cerveau. En effet, l'évolution des émotions est intrinsèquement liée au développement du cerveau. Il est établi de façon non équivoque par les dernières recherches en éthologie que la plupart des animaux ressentent des émotions. Les mammifères bien sûr, mais aussi les poissons. Il faut savoir par exemple que la plupart des animaux, hors les insectes, sont réceptifs aux anxiolytiques qui sont une classe de médicaments qui agissent directement sur les émotions. L'ensemble des êtres qui vivent sur notre planète répondent à la même règle absolue. S'adapter ou disparaître. Vivre, c'est s'adapter à son milieu. Chaque espèce élabore ses propres stratégies. Les végétaux disposent d'un catalogue énorme de gènes. Il y a 2 fois plus de gènes dans un grain de riz que chez l'homme. Et donc, les végétaux s'adaptent de génération en génération, en se ressemant d'une année sur l'autre. C'est une adaptation lente.
Et pour cause, les végétaux n'ont pas de système nerveux qui commande des actions motrices, contrairement aux animaux. Un cerveau, ça sert à agir. Les animaux ont donc un système nerveux qui leur permet une adaptation rapide à leur milieu, intérieur qu'extérieur. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, par exemple, que lorsque le milieu intérieur d'un animal, son métabolisme faiblit, il doit se nourrir ou boire. Ou lorsque de son milieu extérieur, il perçoit un danger. J'espère que c'était pas trop long. J'ai trouvé que c'était synthétique. Alors, pour avoir étudié le domaine de l'intelligence émotionnelle et la mise en pratique, en fait, surtout de comment apprendre à réguler ses émotions, j'ai trouvé que ce travail avec les schémas, c'était assez révélateur, en fait, de tout ce qu'on doit mettre en place pour faire avec. Parce que donc aujourd'hui, la thématique, c'est les émotions et l'enfant. Comment accompagner l'enfant avec ses émotions, mais pour accompagner l'enfant avec ses émotions, il faut aussi s'accompagner soi-même avec ses propres émotions. En fait, c'est nous, adultes, qui allons réguler nos émotions, et par le fait, l'enfant va lui aussi apprendre à réguler ses émotions. L'enfant, lui, alors là, on va voir par la suite, mais il a une façon de se développer qui est différente de celle d'adulte où on est actuellement. Nous, avec nos émotions, on a appris à faire, et on l'a vu dans la vidéo, en fait, l'adulte s'est construit une façon de fonctionner avec ses émotions, parfois qui n'est pas forcément la bonne, mais en tout cas, c'est la solution qu'il a trouvée pour faire avec. Puisque aujourd'hui, les émotions, jusqu'à maintenant, ça a été quand même quelque chose qui nous posait plus problème que, comme on l'a vu dans la vidéo, une information. Donc vous avez vu dans la vidéo, en fait, l'émotion est une information que nous envoie notre corps, comme le système d'un tableau de bord d'une voiture. C'est un signal, il n'y a plus d'essence, ça s'allume, qu'est-ce que je fais? Je vais remettre de l'essence dans ma voiture et tout va bien. En fait, l'émotion, quand on l'écoute, on va traiter le problème, il n'y a plus d'essence, donc nous, ça sera autre chose que va nous envoyer notre corps comme information. On va s'occuper, donc on le verra par la suite, des besoins, donc c'est nos besoins. En fait, une information va nous dire de quoi nous avons besoin à l'intérieur de nous. Donc les sensations, c'est plus de l'ordre de j'ai faim, j'ai soif, donc j'ai envie d'aller aux toilettes, et là on va réagir en fonction. L'émotion, c'est plus des besoins psychiques. Donc, on va apprendre à décoder ça déjà pour nous, et on va réussir à le faire pour nos enfants. Donc là, c'est un petit résumé de ce que c'est qu'une émotion. Donc ce qu'il faut retenir, c'est c'est une réaction physiologique, momentanée, instantanée. Donc vous avez vu, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas de contrôle. Quand on dit apprendre à contrôler ses émotions, en fait, dans la réalité, on ne peut pas contrôler son émotion. C'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous, ça donne une information et point. Après, c'est qu'est-ce qu'on va faire de cette information, et c'est là où on pourra agir. Mais au départ, c'est juste une réaction physiologique, comme avoir envie de dormir, faire pipi, manger. C'est pas autre chose, donc on ne peut pas dire je ne veux pas vivre des émotions, je vais trouver un système, je ferme. Pleurer, c'est une émotion avec la réaction physiologique. Donc on va le voir par la suite, le mécanisme de l'émotion, parce qu'il y a 3 cycles, en fait, enfin il y a 3 phases dans l'émotion. Suite à un échec, Ouais. pour les enfants. C'est ça. L'adulte, on arrive à se réguler, comme tu dis. Pour un enfant, ils sont en échec. Alors en fait, j'ai eu l'expérience. Oui, bah justement, on va voir par la suite comment l'émotion va se réguler. Donc il y a un système un peu automatique, et puis il y a comment on va faire avec ce besoin d'exprimer l'émotion et que ça sorte. Donc pleurer, ça peut être une solution, mais c'est vrai que, par exemple, pleurer, ça ne peut pas se faire à tout moment ou dans n'importe quelle circonstance. Alors l'enfant, on peut souvent comprendre qu'un enfant pleure, mais quand on grandit, avec le temps, il y a des moments où il faut réussir à trouver peut-être d'autres solutions que pleurer. C'est peut-être pas la meilleure, mais ça c'est là où on peut agir, sur comment on va permettre à l'émotion de sortir. Parce que finalement, vous avez vu, l'émotion c'est une information intérieure, et comment on va l'aider à s'extérioriser de manière adaptée. Et c'est là où il y a un enjeu pour l'adulte quand il accompagne l'enfant, c'est d'aider l'enfant à gérer cette extériorisation de l'émotion. Donc il faut savoir que l'émotion, souvent on parle d'émotion, un enfant qui se fait une crise de colère, on dit il est en colère. Mais en fait, quand ça dure en crise, c'est plus de l'émotion. L'émotion, c'est une information, donc elle est rapide et elle ne dure pas. Elle envoie un signal et ça s'arrête là. Après, quand ça dure, c'est autre chose.
La durée, du coup, c'est quoi? C'est 5 minutes? Alors, en fait, quand on dit réaction physiologique momentanée instantanée, c'est on ressent quelque chose à l'intérieur de son corps qui est désagréable, on l'a vu, donc une émotion c'est désagréable ou agréable. Donc c'est une sensation intérieure qui nous donne une information. Après, comment ça va évoluer à l'intérieur de soi et comment après on va l'exprimer à l'extérieur de soi, moi je dirais que c'est quelques secondes en fait l'émotion. L'information elle dure quelques secondes. Après ça se transforme et c'est là où on peut réfléchir à qu'est-ce qui se passe. Oui. C'est un peu lié au cerveau. Ah, vraiment lié au cerveau. Le cerveau d'un adulte n'est pas celui d'un enfant. Tout à fait. C'est pour ça qu'effectivement, on va le voir par la suite. Voilà. Quand on parle d'éducation émotionnelle, en fait, c'est adapté à l'évolution de l'enfant et de ses capacités en fait, à se réguler, puisqu'un enfant, tout petit, il n'a pas la capacité de réguler ses émotions et c'est l'adulte justement de l'accompagner à les réguler. Effectivement, c'est très juste. De toute façon, ça, c'est toute la thématique de ce matin. On va aborder toutes ces questions-là. Donc, on a vu que l'émotion, ça ne se juge pas, c'est quelque chose d'interne. En fait, par exemple, cette envie de pleurer, ça veut dire que la personne, si elle échoue, elle va se sentir triste. Enfin, l'enfant qui échoue, il va se sentir triste. Ça, on ne peut pas juger si c'est bien de se mettre en colère, d'être triste ou d'avoir envie, alors après ça sera des émotions secondaires, mais d'être plus se sentir humilié ou en fait l'émotion, enfin comment la personne ressent les choses qu'elle va vivre, ça lui est personnel. C'est quelque chose, on ne peut pas mettre ça dans des cases. Il sait bien quand il se passe ça. Souvent dans l'éducation, on dit, par exemple, à l'époque, j'espère qu'aujourd'hui ça disparaît, on disait aux garçons, c'est pas bien de pleurer. Un garçon, ça pleure pas. On entend encore, hélas. Malheureusement. Mais du coup, ça c'est plutôt culturel parce que finalement, l'émotion qu'on va ressentir face à une situation, c'est personnel. Et l'enfant, en fait, lui, il va juste exprimer ce qu'il ressent à l'intérieur de lui. Donc ça peut être, il va l'exprimer sous la forme de la tristesse. Donc ça, c'est pas à juger en fait comment il le ressent. Par contre, après, c'est comment il l'exprime. Donc après, par exemple, s'il est très très triste, parce qu'on va le voir dans l'émotion, en fait. Ça va être plus en termes d'intensité que ça va se qualifier une émotion, des émotions pas très intenses et des émotions beaucoup plus intenses. Et là, quand c'est très intense, ça peut être pour la colère des crises de rage et des crises de pleurs pour la tristesse. Mais là, c'est là où on va essayer de réguler, mais pas sur la dénomination de l'émotion. Donc en fait, une émotion, elle est juste plaisante ou déplaisante à l'intérieur de soi. Dans ce qu'on ressent, c'est agréable, pas agréable. Et c'est juste ça. Donc si c'est agréable, forcément on va avoir envie que ça dure, et si c'est désagréable, on va avoir envie que ça cesse. Donc ça nous donne une information, il va falloir traiter cette information et trouver une solution. Alors, nous ce matin on se voit plus spécifiquement sur la thématique de l'enfant et les émotions. Donc il faut savoir que l'enfant ressent l'émotion, lui, dans tout son corps, et va ensuite l'exprimer avec tout son corps. La particularité des enfants, c'est de ne pas avoir accès, alors du tout petit notamment, encore accès au langage. Un enfant, en fait, quand il arrive au monde, lui, il ressent et il a besoin d'extérioriser. C'est son corps qui parle pour lui. Donc on parle de langage du corps. Et ça va être à l'adulte de décoder. Donc en fait, le rôle de l'adulte, ça va être de trouver une manière de comprendre qu'est-ce que vit l'enfant et qu'il va exprimer par le biais de son corps. Donc parfois ça peut être bruyant et ça peut être incommodant pour les adultes parce qu'effectivement chaque enfant va vivre les choses de manière différente en fonction de son tempérament, de son développement cognitif, de la manière dont il vit la situation. Et là, du coup, l'intensité de sa réaction, ça va varier en fonction de qui il est. Chaque enfant va être différent. Donc les premières émotions que l'enfant ressent, c'est la peur, la colère, la joie. Et plus tard, vers l'âge de 30 mois, j'ai passé trop vite, il va ressentir d'autres émotions qui seront plutôt liées à la façon dont il se perçoit. Donc c'est se sentir gêné, coupable ou fier. Donc ça se construit petit à petit, effectivement, sans lien avec le cerveau. Donc c'est les capacités du cerveau qui vont l'amener à évoluer dans sa manière de vivre ses émotions. Donc au départ, l'émotion, en fait, c'est un langage. L'enfant va ressentir quelque chose à l'intérieur de lui, il ne comprend pas ce qui se passe. Il sent une tension.
et lui, il a besoin que cette tension disparaisse. Donc il va l'exprimer. Donc ça va être de manière différente, ça va être avec des cris, des pleurs, des plaintes. Et là, c'est à l'adulte de venir décoder ce que nous dit l'enfant. Et savoir bien décoder pour l'enfant, ça va l'aider à bien se construire intérieurement, d'avoir une bonne estime de lui et confiance en lui. En fait, plus on va donner les outils à l'enfant pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de lui, plus il va être en capacité de le faire par lui-même après. Donc c'est comme ça qu'on dit que finalement l'épanouissement personnel, en fait, ça commence dès l'enfance, en fait, puisque on apprend à gérer ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et parfois, nous adultes, on ne sait encore pas trop. Donc c'est pour ça que ça serait bien d'avoir cette matière à l'école. Donc alors quand un enfant, lui, est dans son vécu émotionnel, donc il parle avec son corps, nous, on l'avait vu dans la vidéo, elle était très complète cette vidéo, donc je la mettrai sur la chaîne YouTube parce que je trouve qu'après vous pourrez la revoir et il y a des choses qui vous parleront plus suite à toute cette matinée d'échange. En fait, si on parle avec notre tête à un enfant qui est en crise, qu'on essaie de lui expliquer avec des mots, c'est pas possible de faire comme ça. Si on est dans de l'intellectualisation, en fait, l'enfant, on n'arrivera pas à canaliser sa réaction, on ne l'aidera pas. Un enfant, pour lui parler, il faut lui parler un peu de cœur à cœur, donc ça veut dire nous aussi être dans nos ressentis. Donc il va falloir travailler un peu aussi sur nous, qu'est-ce que ça nous fait, qu'est-ce que ça vient chercher chez nous. Quand un enfant fait une crise, qui se roule par terre, qui tape, qui mord, qui devient agressif, et des fois ça nous renvoie des choses qui nous laissent un peu sans voix, et où aussi on se dit finalement, c'est que si je suis pas un bon parent, si j'arrive pas à faire stopper sa crise ou à le contrôler et à maîtriser ce qui se passe. Donc ça vient aussi chercher des choses en nous, et c'est bien d'être au clair aussi avec soi-même pour pouvoir encore mieux accompagner l'enfant. Donc pour décoder les émotions chez l'enfant. Donc vous n'hésitez pas à me couper, parce que c'est vrai que en fait c'est tellement dense cette thématique que j'ai plein de choses à vous raconter. Mais si vous avez des situations, ça fait écho, vous avez besoin de renseignements, vous me coupez et on parle de la situation dont vous avez envie. Donc l'enfant vit une émotion, la ressent et l'exprime à travers son corps. Donc il hurle, il peut jeter, frapper, et c'est là où il va falloir lui apprendre à parler. Puisque, en fait, dire « je suis en colère », c'est pas du tout la même chose que montrer « je suis en colère ». En fait, un enfant, quand il arrive au monde, lui, il a l'habitude d'exprimer avec son corps, et ça sera à nous de l'éduquer, en fait, à exprimer autrement ce qu'il vit à l'intérieur de lui. Il y aura des choses possibles et des choses qui ne seront pas possibles. Et c'est là où il y a un enjeu, en fait, au niveau de l'éducation. C'est pas de nier l'émotion, c'est pas de dire l'émotion est mauvaise, c'est dire tu vis quelque chose à l'intérieur de toi, c'est pas agréable apparemment, comment on peut faire pour que tu puisses le vivre mieux, que ça s'arrête, et par contre ce que tu as fait, c'est pas possible. Taper, mordre, crier, casser des jouets, être violent avec les autres ou envers soi-même, parce qu'il y a des personnes qui retournent aussi leur violence contre eux-mêmes, ça c'est pas possible, il va falloir qu'on trouve une autre solution. Alors ça, forcément, avec des enfants, en fonction de l'âge, ça ne sera pas à leur dire au moment de la crise. Puisque un enfant qui est débordé par ses émotions, en fait, il n'est pas en capacité de écouter ce que dit son parent et de s'auto-réguler. Justement, c'est là où il va falloir trouver des outils, donc en fonction de chacun. Donc, vous êtes tous compétents pour trouver les propres solutions chez vous, et du coup, aller piocher un peu dans tout ce qui se fait à l'extérieur, d'autres parents qui font des expériences pour se dire, tiens, je vais essayer ça avec mon enfant et voir si ça marche. Parce qu'en fait, il n'y a pas de mode d'emploi, hélas. Donc, c'est à tester au quotidien et voir un peu ce qui fonctionne avec votre enfant et aussi ce qui a du sens pour vous. Puisque finalement, en fait, les méthodes, les astuces, c'est pas quelque chose de systématique et qui fonctionne pour tout le monde. Puisque parfois on dit, oui, on m'a dit que ça marchait, j'ai essayé, finalement ça marche pas. Donc en fait, c'est peut-être pas pour nous. Peut-être qu'il faudrait faire autre chose. Donc avec son enfant, il faut expérimenter, il faut oser. Et aussi, il faut savoir que l'adulte prend exemple sur le parent. Alors, si le parent, lui, il n'arrive pas à gérer ses émotions, se laisse déborder, crie, frappe, tape, l'enfant, il va prendre cet exemple-là et forcément, il va
de lui-même faire la même chose, puisque il y a les neurones miroirs et en fait on réagit en fonction de ce qui se passe chez l'autre. C'est automatique, c'est physiologique aussi. Donc pour apprendre à l'enfant à canaliser ses émotions, à les réguler, il faut aussi apprendre à réguler les siennes. Alors ça c'est les émotions de base. Et donc nous avons aussi pour pas mal d'autres ressentis. Donc là je vais passer. Donc je vous avais dit, les ressentis ça peut varier en intensité. Donc les émotions, en fait, si on prend les 4 de base, mais il y en a vraiment beaucoup d'autres, hein. Il y a le dégoût, il y a la surprise, et après il y a des nuances, il y en a encore d'autres qui arrivent après. Mais là, vous voyez que déjà, on a plusieurs manières de parler de son émotion, puisque l'intensité de l'émotion va varier. Pour la joie, on va partir de content pour une intensité faible à euphorique pour la forte, préoccupé pour la peur à paniqué pour la forte, agacé pour la colère, enragé pour la forte, tristesse, déçu, et ça peut aller jusqu'à la déprime, ou désespéré, anéanti. Donc en fait, ça, la manière dont... Enfin, c'est pour ça qu'on parle de langage des émotions, parce que pour pouvoir parler de son émotion, il faut avoir quand même un lexique, un champ lexical varié pour pouvoir mettre en fait le terme qui va à l'émotion. Donc forcément, ça, ce sera pour les adultes d'eux-mêmes déjà mettre des mots sur ce qu'ils ressentent eux, et l'enfant en fait lui petit à petit va apprendre à poser des mots aussi sur ce qu'il ressent lui. Mais ça prend du temps, et nous en tant qu'adultes on n'a pas appris ce langage-là. Il faut le faire déjà aussi pour nous. Donc parfois c'est pas forcément évident de doser, il faut se recentrer sur soi, dire où j'en suis moi par rapport à je suis en colère, mais c'est tellement rapide que comment analyser ça, quoi. C'est ça. Alors ça, c'est avec l'expérience et le temps, la répétition. Donc plus vous allez... c'est quand vous voulez... Alors ça, c'est du coaching, du coup. Mais je vous donne une clé. Quand vous voulez changer quelque chose dans votre vie qui ne fonctionne pas, il faut le répéter, puisque le cerveau, en fait, fonctionne par habitude. En fait, c'est comme si on avait une autoroute dans le cerveau, et quand on a eu l'habitude de quelque chose, en fait, le cerveau, il réfléchit pas, il va pas chercher midi à 14h, lui, il prend l'autoroute. Parce que c'est plus simple, donc c'est ce qui crée les habitudes. Et en fait, on prend l'habitude de fonctionner de telle et telle manière, on a l'impression que c'est naturel, on a l'impression que c'est comme ça pour tout le monde, mais en fait, c'est des habitudes qu'on a prises depuis l'enfance. Donc notamment par rapport aux émotions, quand un enfant fait face à une émotion, qu'on ne lui donne pas l'autorisation de l'exprimer, qu'on lui dit que c'est mal, que c'est pas bien de réagir comme ça, qu'il n'a pas le droit de ressentir ça, il va intégrer en lui ce mécanisme en fait de nier l'émotion, et ce qui fait qu'après on pourrait parler d'handicap émotionnel, puisqu'on va arriver à l'âge adulte en disant mais moi je ressens rien, ce qui n'est pas possible. En fait, comme vous avez vu, c'est physiologique, donc les personnes qui disent je n'ai pas de problème avec mes émotions, je ne ressens pas d'émotion, en fait, c'est des personnes qui ont appris le mécanisme de nier son émotion, et donc du coup, effectivement, c'est comme si le cerveau a enregistré, c'est comme s'il n'y avait plus d'émotion. C'est dommage parce que l'émotion, c'est quand même de l'information sur ce qu'on vit à l'intérieur. Ça nous donne quand même des indications sur qu'est-ce qui se passe en moi. Et nier l'émotion, donc vous l'avez vu aussi dans la vidéo, la répercussion, c'est que ça va avoir des incidences sur donc, plusieurs choses. Souvent, c'est au niveau digestif, même au niveau des maladies, ça peut créer des tensions à l'intérieur, parce qu'après on va voir comment ça agit une émotion à l'intérieur, c'est de la tension. Et si on ne régule pas cette tension, elle stagne, et quelque chose qui stagne dans le corps, à un moment donné, ça va avoir d'autres conséquences. Donc il faut libérer cette tension, et si le mécanisme, en fait, il devient quelque chose d'automatique, il va falloir déjà prendre conscience de cet automatisme, avoir envie de le changer. Et pour le changer dans le cerveau, il va falloir passer par des nouveaux petits chemins. Et ça, c'est difficile. C'est là où va intervenir la volonté de faire autrement. Donc il va falloir passer, à chaque fois qu'on va avoir envie naturellement de faire quelque chose, mais qu'on sait que c'est pas ça qu'on veut faire, il faut revenir à la case départ et dire non, je prends le petit chemin. Et le petit chemin encore, et le petit chemin va grossir, va devenir une route, et après une voie rapide, et après l'autoroute. Mais ça met des années. Donc ça, c'est de l'ordre du coaching pour pouvoir changer des choses dans sa vie. Alors, justement, cette école, elle a pour but de donner les clés dès le démarrage, comme ça on ne donne pas des mauvaises autoroutes et des mauvaises directions aux enfants, on les met déjà sur la bonne voie, et comme ça ils seront quittes de faire ce que nous on va faire en tant qu'adultes, c'est se dire tiens, c'est pas bon l'endroit où mon cerveau va là, c'est pas le bon, moi je veux aller ailleurs, et ça
faire tout un travail qui met des années à changer les choses à l'intérieur de soi. C'est pour ça qu'on dit souvent les gens ils ont du mal à changer leurs habitudes parce que finalement c'est vraiment quelque chose de difficile en fait de remodifier ce qui s'est formé dans notre cerveau en termes d'habitudes. C'est très complexe. Je me permets d'intervenir et du coup on le transmet aux enfants en fait. C'est ça. Ce qui est terrible, c'est qu'on a des habitudes dont on ne se rend pas compte. Oui. Et qu'on prend conscience quand on a un enfant et C'est ça. qu'on essaye de l'éduquer. Oui. Finalement, on veut qu'il soit épanoui en fait, tout simplement. C'est ça. Exactement. C'est un travail en fait en fait, il faut travailler effectivement sur soi en même temps finalement qu'on éduque l'enfant. C'est ça. Je pense que c'est le chemin le plus difficile au final. L'enfant en lui-même, il est tout neuf. Il n'a pas tous les automatismes que nous, on a. Et je pense qu'on donne beaucoup d'automatismes aux enfants qu'on leur reproche, alors que c'est à nous qu'on doit le reprocher finalement. C'est toute la complexité de l'éducation en fait, surtout aujourd'hui en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué quand même, la plupart des enfants sont dits compliqués dans leur débordement émotionnel, dans leur comportement, dans ce qu'ils viennent interroger, parce que maintenant les enfants s'expriment, ils disent quand ils ne sont pas d'accord, quand ils n'ont pas envie de faire quelque chose, quand on les oblige à faire des choses à un moment donné où eux ils ont prévu de faire autre chose. Donc en fait on met beaucoup ça sur donc ça sera la thématique du mois prochain sur éducation positive, bienveillante, utopie ou réalité. En fait on met beaucoup la question sur aujourd'hui on laisse les enfants faire tout ce qu'ils veulent et ils sont mal élevés en fait, ou alors on a envie qu'ils s'épanouissent et du coup on est dans l'éducation plus laxiste, mais effectivement on n'arrive pas à trouver le juste milieu actuellement entre laisser faire. Avant c'était trop dans le sens où on niait l'identité. Donc là j'avance sur l'autre conférence, mais c'est pas bien, je fais une tête aparté. Entre nier la personnalité, parce que par exemple quand on nie l'émotion, on nie la personne. Quand on lui dit ce que tu ressens c'est pas vrai, on nie ce que la personne est. On lui dit en vrai ce que tu ressens c'est pas juste, tu dois ressentir autre chose. Et ce que la personne entend c'est je suis pas comme il faut. Il y a quelque chose qui dysfonctionne chez moi. Donc qu'est-ce que ça va impliquer? C'est un manque d'estime pour soi, un manque de confiance en soi. Ça veut dire que quand je serai face à une situation en difficulté, je vais me dire si on m'a toujours dit que ce que je faisais ça allait pas, ça veut dire que là peut-être que je vais faire quelque chose qui va pas. Et c'est comme ça qu'on arrive à des situations où on sait plus quoi faire. Après il y a peut-être des âges aussi, en toute proportion on a des interactions qui doivent être peut-être différentes, parce que je pense qu'effectivement le cerveau ça joue bien sûr. La maturité etc. Mais c'est vrai qu'on a tendance à avoir l'idée d'une seule et même éducation. Mais c'est vrai que l'enfant, j'ai des exemples concrets, une crise au parc, on ne peut pas la gérer quand c'est un enfant de 2 ans et un enfant de 7 ans de la même façon. Totalement, effectivement. Donc, c'est vrai que moi c'est un peu mon souci, c'est de trouver en fait le juste degré pour éviter d'être laxiste et en même temps de ne pas fermer cette autoroute justement vers l'émotion quoi. Alors c'est toute la question. Alors en fait, je veux quand même vous alerter sur quelque chose qui est important en tant que... Alors surtout pour les parents, parce que pour les professionnels, et on peut mettre plus de distance en fait, parce qu'on est professionnel, mais quand c'est nos enfants, en fait, le souci, c'est qu'il y a toujours cette peur de mal faire qui peut aussi nous empêcher d'agir correctement. Il faut aussi retrouver confiance en soi. Donc ça, ce sera justement la dernière conférence de l'année au mois de décembre. Je trouve qu'il y a quand même un axe à développer en tant que parent, parce que ne pas savoir quoi faire, c'est pire que de faire et se poser la question, avoir conscience que c'est pas forcément ce qu'on voulait faire et qu'on aimerait faire autre chose. Mais ne plus savoir quoi faire, c'est pire. Et puis le dire aux enfants, de montrer aussi qu'on n'est pas... L'enfant, il a besoin de sentir que son parent est sécurisant. Il a besoin de savoir que son parent, il est là pour lui, qu'il va le protéger, qu'il sait, il sait. Alors, en tant que parent, on peut se poser des... c'est même une intelligence, en fait, de se demander est-ce que ce que je fais, c'est bien ou mal? Est-ce que je fais le mieux pour mon enfant? C'est une bonne chose. Mais si on se pose constamment cette question tout au long de la journée, et quoi qu'on doit faire, en fait, on est face à une situation. Qu'est-ce que je fais? Alors, on m'a dit, j'étais à la conférence sur les émotions, elle m'a dit, je transmets mes automatismes, alors qu'est-ce que je fais? Là, je suis bloquée. Justement, ce matin, l'idée, c'est de vous donner des informations, mais que ces informations-là ne soient pas bloquantes.
L'idée, c'est de savoir parce que ça va ouvrir la conscience sur tiens, je pourrais faire autre chose que ce que je fais là. Mais c'est pas demain, faut pas que je. En fait, on est dans c'est bien de faire, c'est mal en fait. Oui, Et ce raisonnement binaire, il est mauvais en fait d'être dans soit. En fait, il n'y a pas de soi quand on est parent. On est comme on est, on a vécu ce qu'on a vécu. Et on évolue avec notre histoire. On ne peut pas mettre ça de côté en se disant je vais faire ce qui est marqué dans les livres, il y a un protocole, si je fais ça avec mon enfant, tout va se solutionner. En fait, c'est pas si simple. C'est qu'en plus, au niveau émotionnel, quand je disais parler de cœur à cœur, en fait, il y a toute notre histoire, ça on va le voir aussi après, toute notre histoire de parents que l'enfant reçoit, il capte en fait des choses, l'enfant, parce que lui, c'est une éponge émotionnelle, l'enfant. Il parle qu'avec ses émotions. Lui, par rapport à nous, il est beaucoup plus à l'aise avec ses émotions que nous. Nous, on a appris un peu à les mettre de côté, à faire comme si elles n'étaient pas là et à vivre avec. Et bon, des fois, ça fait un peu trop de bruit, alors on essaye de les tasser, de mettre un couvercle et on se dit, on espère que ça va passer comme ça. Mais là où on voit qu'on n'est pas bon dans la gestion de nos émotions, c'est que souvent, quand il y a une situation... alors des fois, on se demande même pourquoi, c'est qu'on dit parfois, ça a été plus fort que moi. Je ne sais pas ce qui m'a pris, c'était plus fort que moi, j'ai fait ça. Et bien quand c'est comme ça, c'est parce que ça fait écho à une émotion qui a été enfouie en nous et qui n'a pas été traitée. Et du coup, la situation va faire écho à ce qui s'était passé et nous, on va réagir. Vous avez vu, les réactions, c'est instantané. Hein. Comme c'est physiologique, ça envoie l'information au cerveau qui se dit danger et pof, ça part. Et bon, mince, c'est pas ça que je voulais faire. Par exemple, les parents qui ont vécu des violences physiques et qui vont aussi en reproduire. Parfois, c'est quelque chose d'automatique. Le corps réagit avant la pensée. Et juste de crier. Tout à fait. Des fois, on n'a pas envie, hein, mais des fois, on hurle. Hein, c'est ça. En fait, on a l'impression de ne pas avoir le choix. Exactement. Mais il y en a tellement des parents qui sont frustrés du hurler à la fin de la journée. On se dit, on couche l'enfant et puis on se dit, mais pourquoi j'ai crié quoi? C'est ça. Donc, justement, il faut être bienveillant avec soi-même, c'est-à-dire, je vois que ce que je fais, c'est pas ce que j'aimerais faire, mais c'est ce que j'ai fait. Et puis, avoir conscience de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi, ça permet aussi de se dire, finalement, c'est quand même un long travail de changer. Et encore plus, effectivement, pour des adultes que pour des enfants. Il y a d'autres questions? On continue? Alors, ça, c'est important. Parce que du coup, donc Isabelle Filleussat, j'ai ramené un de ses livres là, mais elle écrit beaucoup de choses sur l'intelligence émotionnelle, les émotions du tout petit. Moi, je trouve que c'est vraiment des livres à avoir quand on veut s'intéresser aux émotions et l'enfant. Il y a des émotions, en fait. Ah oui, alors, ça va venir après, mais déjà, je vais vous parler d'émotions qui se structurent en 3 étapes. Puisqu'il y a des émotions, enfin, il y a l'émotion. Et il y a ce qui n'est pas émotion. Et ça, c'est important de le savoir. Donc, premièrement, dans l'émotion, la première phase qui arrive, qui se passe à l'intérieur, donc c'est quelque chose qui monte à l'intérieur de soi, c'est ce qu'on appelle la charge. C'est une tension. Donc, ça va se caractériser par des sensations corporelles qui vont être liées à cette émotion, gorge sèche, rythme cardiaque qui accélère, des tensions, les tempes qui vont taper ici. Donc après, chacun va être différent, des nœuds dans l'estomac. Donc chacun va avoir des sensations différentes. Une fois que ces sensations, ça commence à monter, ça va créer une tension. Et là, le corps, lui, cette tension, il a besoin de l'évacuer à l'extérieur de lui. C'est une énergie en fait, et vous avez vu dans la vidéo, l'émotion ça sert à agir. Par exemple, il y a un danger, je ressens de la peur, ça va créer en moi cette tension qui va me permettre de fuir en prenant mes jambes à mon cou. Donc ça va me donner l'énergie pour faire. La colère, ça c'est pour se protéger. Donc je ressens de la colère, l'émotion de colère elle va me donner assez d'énergie pour pouvoir me défendre, frapper. Enfin normalement on dit c'est pas bon de frapper, mais bon, le corps lui, l'information c'est défends-toi. Donc effectivement c'est cette tension-là qui va donner cet élan pour faire quelque chose. Et donc ensuite il y a la décharge et c'est là où on va pouvoir agir et apprendre à l'enfant à faire autrement, même nous à faire autrement. C'est la décharge de cette tension qui va permettre au corps de retrouver en fait son retour au calme et son apaisement.
Donc ça, c'est quelque chose qui est physiologique. On ne peut pas agir dessus. Ça se passe pour tout le monde pareil, et pour les enfants, il faut savoir que c'est encore plus intense, parce que l'enfant, en fait, nous, avec le recul, on a cette capacité à se dire « Ah, voilà ce qui se passe en moi ». Et à se dire « Bon, je sais que je ne dois pas aller frapper l'autre, même si je suis très en colère contre lui ». Donc il y a des automatismes qui se sont créés en nous de bien vivre ensemble, et au niveau de l'éducation et de la culture, il y a des choses qui sont intégrées. Mais l'enfant, lui, il apprend, en fait. Lui, il a un débordement émotionnel. Il a cette tension, et il a besoin de la décharger. Donc au départ, l'enfant, il ne sait pas trop ce qui est bien, ce qui est mal. Lui, il faut que ça sorte. Donc en fonction de l'enfant, il va décharger différemment. Il y a des enfants qui vont se replier sur eux. On voit beaucoup les enfants qui expriment par leur comportement violent ou qui gênent. Mais il y a les enfants qui sont le plus inquiétants pour souvent les psychologues, c'est les enfants qui vont retourner ça en eux et qui vont garder tout ça en eux. Ça va faire des cocottes minutes. Et ça peut exploser à tout moment. Donc, là, notre enfant crie. c'est une manière. En fait, il faut savoir que quand l'enfant exprime à l'extérieur de lui, c'est déjà physiologiquement ça. Voilà. Après, il faudra voir l'intensité du cri. C'est là où on va pouvoir, ou les moments, ou la manière. Donc c'est tout ça qui va être à discuter. Donc on ne peut pas empêcher la troisième étape de se dérouler. Elle a besoin de se faire. Donc l'émotion, en fait, c'est jusqu'à la tension. La décharge, après, c'est plus l'émotion, c'est comment le corps va extraire cette tension du corps. Et donc l'enfant, lui, on va l'aider à décharger cette tension. Donc souvent, dans la petite enfance, on parle des coussins de la colère, on parle d'aller dans une pièce et crier. Enfin, il y a plein de techniques maintenant qui sont mises en place pour décharger ce trop-plein émotionnel. L'idée, en fait, et puis pour le parent aussi, quand l'enfant est petit, après plus il grandit, plus il arrive à de lui-même trouver des solutions. Mais quand l'enfant est petit, il faut savoir que quand il est débordé émotionnellement, en fait, à l'intérieur de lui, c'est comme si tout explosait, en fait. Il a l'impression de plus être lui-même, de se perdre. Donc, on peut aussi utiliser le fait de contenir dans ses bras, de rassurer, de servir d'enveloppe, en fait. C'est une technique qui est utilisée pour des enfants qui ont l'impression comme ça d'exploser. En fait. Ah ouais, mais il faut avoir la force, parce que quand il y a vraiment un enfant qui n'est pas content et qui se débat, il a 2 ans, moi je peux pas tenir. J'ai essayé. Après, il faut faire, voilà. Essayer. Après, chacun va être différent et va réagir différemment. Pour un enfant, pareil, dans ses réactions de soi-même face à un enfant en crise, tout le monde va être différent. Il y en a qui vont se sentir capables d'aller prendre l'enfant dans ses bras assez, on va dire, fort pour le contenir. Et c'est quelque chose qui va leur paraître naturel, quelque chose qui va leur parler. Et puis d'autres qui vont préférer fermer la porte et dire à l'enfant « Là, je ne peux pas rester à proximité de toi parce que moi, ça me fait aussi trop de choses. J'attends que toi, tout en restant derrière la porte, parce que enfermer dans une chambre, c'est pas forcément l'idéal. Mais après, il faut toujours ajuster en fonction de ce qu'on est capable de faire en tant que parent. Parce qu'un parent, il n'est pas... on ne peut pas nier que nous aussi, ça nous fait quelque chose. Nous aussi, on ressent des choses. Donc à un moment donné, ça, on ne peut pas faire comme si on ressentait rien et se dire je vais être un super parent, je vais tout gérer. À un moment donné, ça nous fait des choses et effectivement, après, ça peut... un enfant qui va être dans une période de crise, on va le voir surtout quand c'est plus de l'émotion, quand c'est une réaction secondaire en fait. L'enfant, lui, il peut aller très loin dans sa réaction. Et nous, est-ce qu'on est en capacité de recevoir toute cette tension, tout cet énervement, voilà, comment on fait avec ça? Et donc il faut aussi apprendre à se connaître pour savoir jusqu'où on peut aller. Et puis après, il faut aussi demander de l'aide. Par exemple, moi j'ai beaucoup accompagné de mamans, parce que je travaillais en lieu d'accueil enfants-parents, et je disais, mais demandez de l'aide au papa. Parce que parfois le papa, il est plus aussi, il est pas émotionnellement, il réagit parfois autrement que la maman. Donc il peut prendre, les choses. Et bon, après, j'ai beaucoup observé ça j'allais dire, vous avez peut-être observé, mais quand on n'a que sa famille, on observe peut-être pas forcément. Mais moi qui observais beaucoup de familles fonctionner, en fait, j'observe même des fois des enfants qui sont au niveau émotionnel débordés, et comme la maman, ça la touche, et elle aussi, elle se sent débordée, bon, elle essaye de gérer, mais à l'intérieur d'elle, ça boue aussi de voir son enfant comme ça.
eh ben, qu'elle prenne de la distance, en fait, qu'elle laisse l'enfant et que ce soit le papa qui vienne, le papa qui est plus cool et que voilà, lui ça lui va, il s'énerve, il me dit énerve-toi, hein, ça passera. Hein. Et ben du coup l'enfant il s'apaise parce que du coup ça fait effet miroir puisque on a des neurones miroirs et donc l'enfant ressent l'apaisement du papa et ça a un effet sur lui d'apaisement. Donc parfois il faut savoir aussi passer la main. Oui, mais si le papa est en colère et tout ça, Ah bah oui, je pense pas que voilà, c'est en fait chaque cas est différent et justement moi l'idée parce qu'il peut avoir peur aussi avec de faire. ces matinées c'est que vous trouviez votre style surtout parce que vous connaissez quand même, après vous allez vous connaître de mieux en mieux, mais vous connaissez vos réactions, vous connaissez là où jusqu'où vous pouvez accepter et plus accepter. Il y a des personnes qui s'énervent jamais et il y a des personnes qui ne savent pas faire autrement que de s'énerver, donc chacun est différent. Donc si on est très susceptible, qu'on s'énerve vite et qu'on a un seuil de tolérance bas, bah, c'est sûr qu'il faudra trouver des solutions différentes que de rester à côté de l'enfant en crise. Voilà. Chacun va trouver la solution qui lui convient. Alors, l'adulte est en devenir aussi. Donc, c'est exactement ça. C'est une expérience justement, c'est l'enfant qui nous fait évoluer aussi. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, on grandit avec les enfants. On n'aurait pas rencontré différemment. Effectivement. Je pense qu'après ça, on apprend nos patience. Exactement. Avant ça, on l'a pas connu, quoi. Exactement, et ça vient chercher en soi des choses où on pensait avoir. En fait, on pensait que c'était du passé. Des fois, on se dit, oui, ça, je sais gérer, je me connais. Et finalement, l'enfant, il vient appuyer des fois, parfois, là où ça fait mal. Et là, on se dit, bah mince, finalement, parce qu'ils viennent nous confronter, en fait, à ce qui n'est pas résolu en nous. Donc, du coup, en fait, l'enfant, il cherche la sécurité et il cherche à voir comment. Alors, j'avais adoré ça parce que j'avais assisté à une conférence d'Isabelle Fiuza et elle avait dit quelque chose qui, moi, m'a interpellée et que j'ai retenu parce que je trouve ça vraiment intéressant. C'est que l'enfant, il a le temps. Il a le temps de venir nous chercher, en fait. Oui. Et d'expérimenter. Tiens, si je fais ça, comment il va réagir? Ou elle va réagir? Si je fais ça, comment ça se passe? Et puis, en fait, il est presque dans un laboratoire avec des adultes et il se dit, tiens, si j'appuie là, ça fait quoi? Et si j'appuie là, ça fait quoi? Et hop, il voit. Et il se dit, oh là, peut-être que c'est pas bon d'appuyer sur ce bouton-là. Ouais, peut-être que je vois sur un autre. Mais en fait, c'est sa vie à lui. Un enfant, il apprend. Il apprend le monde des adultes, le monde humain, comment ça fonctionne un adulte. Et en fonction de chaque enfant, il y en a qui vont aller vraiment jusqu'à faire en sorte que l'adulte sorte de ses gonds et même parfois la curiosité de l'enfant va le pousser à faire des choses qui vont pas aller dans son... Enfin, ça va pas être bénéfique pour lui. L'enfant va parfois pousser l'adulte dans ses retranchements et l'adulte du coup va craquer. Et l'enfant, en fait, il n'a pas conscience qu'il va trop loin, en fait. Parce que lui, il met son parent ou l'adulte sur un piédestal. Il croit que le parent, il sait tout gérer, il maîtrise tout. Donc parfois, c'est bien de dire aussi à l'enfant, écoute, là, quand tu fais ça, moi, ça me met hors de moi, je ne sais pas gérer ça. Donc soit tu ne le fais pas, soit après, je te promets pas que je vais être dans mon état normal. Mais ça peut se dire ça.